José Alté de Montchappé, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Voilà, Bonsoir, mes amis. voilà, donc Je ne sais pas si vous m'entendez. oui, on t'entend très 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 bien. Alors le sujet, c'est le grand effondrement qui sera suivi du débat sur l'élection américaine, hein. Ouais. Dans un premier temps, on définissait, on disait le grand effondrement ou pas. Est-ce que cela va se passer? Quelles en seraient les raisons et quelles en seraient les solutions? Alors, est-ce que toi, de ton côté, tu as appréhendé cette question du grand effondrement? Est-ce que tu as analysé les raisons et peut-être les solutions pour Le, éviter le tout grand, cela? le grand effondrement par rapport à quoi? Par rapport à Alors, l'élection de Trump ou par rapport à non, l'élection américaine? non, le grand effondrement par rapport à la société Ah, française, la société. par rapport à la Aujourd'hui, société aujourd'hui, à travers ce qu'on a vécu, les attentats, la peur que ça a généré, les gilets ouais, jaunes ouais, avec ouais. Oui, l'insécurité le climat économique, anxiogène, quoi. voilà, la Covid-19, tout Oui. ça amène vers une espèce d'effondrement qui est soit enfin, au niveau économique aussi, parce qu'on est en insécurité économique. Alors, est-ce qu'on va vers cet effondrement? Si oui, est-ce que tu as analysé cette situation-là et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution, hein, par rapport à la population? Comment la population devrait réagir pour se prémunir en cas d'effondrement? Quels sont les Moi, je ne crois ressorts? pas beaucoup à l'effondrement de la société, hein. Je crois à des difficultés assez, assez importantes, assez graves. Cela dit, on verra en début d'année la gestion politique. C'est ça qui est important. Alors cette gestion aujourd'hui, elle est un peu chaotique, hein, faut le dire. Hein. Elle crée un climat anxiogène. Et c'est peut-être pour cela il y a une corrélation et une supposition que la société pourrait s'effondrer. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments de nature à faire penser qu'on peut aller dans un schéma où la société va rencontrer énormément de difficultés. Tu as précité tout à l'heure un certain nombre d'éléments qui corroborent tout ça, c'est-à-dire les attentats, là où le Covid-19, l'économie qui est en difficulté parce que même si le gouvernement aujourd'hui permet aux entreprises de garder la tête hors de l'eau, mais à quel prix, hein? Et cet argent-là, à un moment donné, il faudra le rembourser. C'est-à-dire aujourd'hui, la dette de la France dépasse plus de 120%. Donc c'est-à-dire que heureusement que le pays s'appelle la France, parce que ce serait un autre pays, comme la Grèce, on serait dans la situation de la Grèce, c'est-à-dire sous la coupe du FMI. Donc Ben effectivement, on est justement, José, est-ce que nous aurait-on menti sur la situation réelle de la France, puisque François Fillon en 2017 nous disait, en tant que Premier ministre, que la France était en faillite, et on voit que là, oui. le robinet d'argent frais coule à flot, et qu'on donne de l'argent à tout le monde. Voilà, reste chez toi, bim. 86% pris en charge. Les petites entreprises fermées, 1 500 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. On trouve de l'argent partout. On a l'impression qu'il y a une espèce Alors je ne sais pas si il y a une le forme gouvernement. d'orgasme financière, quoi, comme Alors ça. je ne sais pas si le gouvernement nous a menti. Simplement, je constate et quand on est en responsabilité et il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et les choix qui ont été faits, en tout cas de soutenir l'économie, est un bon choix. Après, est-ce que on a eu tous les éléments sur la table pour nous faire comprendre comment, d'où et qui apporte tout ce financement-là? On ne sait pas. C'est vrai. Alors, On ne sait question pas. subsidiaire, question subsidiaire. Est-ce que dans la stratégie du gouvernement, toutes les économies faites auparavant, parce qu'on a vu, on a raclé vraiment sur le dos des travailleurs, on a fait des sacrées économies. Est-ce que justement toutes ces économies-là n'étaient pas en prévision de cette crise à venir, finalement? Parce que Alors ce qu'on nous donne aujourd'hui, ne serait-ce que de là, ce qu'on nous a appris hier, finalement. après, est-ce que on peut faire toutes les suppositions, mais
au moment où toutes ces économies ou la mise en place d'une politique de réduction, y compris des services publics, c'est vrai. On ne savait pas que le Covid allait arriver à ce stade-là. Et moi, je ne suis pas, je peux comprendre le raisonnement que tu tiens là, parce que je ne suis pas partisan de la réduction des services publics comme il a été imposé, mais pas depuis 2017, hein, mais c'est un truc qui date depuis, depuis le début des années 2000. Donc, une réduction qui est considérable et qui est effectivement, quand tu as un grain de sable qui arrive comme le Covid qui est tombé dedans, tu peux supposer qu'effectivement, les choses risquent d'être très très compliquées. Alors, et que effectivement, la question de fond que tu as posée sur l'effondrement d'une société, elle se pose. Oui, elle se pose. voilà, alors justement ce que je disais tout à l'heure, doit-on définir ce à quoi l'on veut se préparer? Est-ce qu'on doit vraiment identifier les choses, mettre les mots dessus et s'y préparer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que est-ce que ce sont les citoyens, est-ce que ce sont les citoyens qui doivent se prendre en main, s'organiser, se solidariser, développer l'associatif, s'adapter au système économique, faire de l'anticipation? Ça, ce sont des idées de Frédéric d'ailleurs. Et où est-ce qu'on doit attendre du gouvernement qu'il nous donne les clés ou qu'il donne des orientations? Il ne faut pas attendre du gouvernement. Pour une raison simple. Moi, je suis pragmatique. Je suis un keynésien, comme on dit Kennedy. Kennedy disait, demande à ton pays ce que tu peux lui apporter. Il n'attend pas du pays qu'est-ce qu'il pourra t'apporter. Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, si Frédéric a parlé d'anticipation, il y a une nécessité d'anticiper aujourd'hui la situation qui arrivera demain. Parce que la situation qui arrivera demain est une situation qui est extrêmement, extrêmement difficile. Pour ne pas dire un autre mot, ce sera un euphémisme. Ce sera une situation catastrophique. Parce que là, aujourd'hui, le robinet permet aux petites entreprises, à un certain nombre de gens de garder la tête sous l'eau, mais le Covid passé, tu vas avoir l'effondrement de l'appareil économique, c'est-à-dire que un grand nombre de sociétés, pour ne pas dire une grosse majorité des sociétés qui existent aujourd'hui, vont faire les boutiques. Hein, voilà. Donc là, on rentre dans un effondrement économique. Alors, pour revenir à l'analyse que tu fais et qui est de mon point de vue, m'apparaît assez intéressant et l'idée doit être nourrie dans une réflexion beaucoup plus large. Oui, il faut anticiper, c'est-à-dire que nécessité d'une solidarité plus accrue, mais solidarité intergénérationnelle, solidarité économique aussi. Exemple de solidarité économique, nécessité par exemple qu'on puisse décider de se mettre en groupe et d'activer un secteur économique. Un exemple qui est simple et qui est bête. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que demain, ça va être extrêmement compliqué pour les banques de fournir du cash. Voilà. Moi, je te dis, je suis dans une situation et je prie de mon Dieu que tout se passe bien. Par rapport à d'autres interlocuteurs qui viendront vers moi, j'espère que les banques vont les suivre, parce que sinon ils me mettent dans la merde. C'est un exemple que je prends aujourd'hui par rapport au Covid. Donc, nécessité pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, d'une solidarité, c'est Frédéric qui disait ça, d'anticiper et d'une solidarité. Et cette solidarité, elle peut être économique. Alors, comment l'organiser? Alors, comment pourrait-on organiser cette solidarité sur le point économique? On parle d'une solidarité de personnes, hein, au niveau des personnes, du civil. Poser des questions. Je suis d'accord avec toi. Comment on l'organise? Poser des questions. Quoi? Avec qui? C'est-à-dire, exemple, prends un exemple bête.
comme avait fait Tapi en 1981, Manu France, par exemple, est à reprendre. Voilà. On reprend avec qui? Eh bien, on se met 1, 2, 3, 4, 5, 6, on explique le projet et on part au combat. Moi, je vois la solidarité ainsi dans l'espace économique. Tu ne pourras pas, c'est simple, on ne gagne pas depuis très longtemps. Il y a les gens qui n'ont peut-être pas compris ça. Peut-être chez nous, on n'a pas compris ça. Depuis très longtemps. Pas d'hier. Hein. Moi, c'est un discours que je prends depuis 40 ans. Depuis que j'avais très jeune gamin. Voilà. Je commence à m'intéresser à l'économie. On ne gagne pas tout seul. Les gens pensent qu'ils vont réussir tout seuls. Mais non, c'est pas vrai. Si c'était vrai, ça se saurait. Et tout le monde serait dans la boucle pour réussir. On réussit quand on est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme les hyènes. Quand on est en meute, quand la hyène veut gagner sa bouffe, ils se mettent à 5-6 pour, voilà. Bien là, c'est pareil. Alors, d'une autre manière. Mais si on veut réussir, il faut qu'on soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 ensemble. Voilà. Donc pour réussir, il faut être pluriel. Voilà, il faut être pluriel. Très bien. Moi, j'essaie d'être un peu littéraire pour qu'on puisse bien me comprendre. Mais si on ne fait pas ça, cher ami, on n'aura rien fait, on n'aura rien compris. Parce que on a aussi un souci hein, chez nous. Hein. On a un souci. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mots sur le problème. Choses, hein. On a un souci. C'est-à-dire que on veut tous être chefs. Hein. Et tant qu'on n'a pas compris que un discours que je tiens très simple, hein, celui qui sait tenir le stylo, on le laisse tenir le stylo. Celui qui sait porter le costume, on le laisse porter le costume. Chacun à sa place. Et si on a compris ça, on a tout compris. Voilà. Et donc, moi, je suis dans ce combat depuis Mathusalem, c'est-à-dire la solidarité, le regroupement des individus pour faire ensemble des choses, parce que seul, on ne peut pas y arriver. Revenir sous le schéma qui nous intéresse, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, en tout cas pour nous, notre communauté, il faut qu'on anticipe les choses. Voilà. D'accord. Donc on va laisser Jérémy répondre parce que toi tu es en Hexagone, Jérémy il est en Guadeloupe. Ah, très bien. Justement, on va lui laisser répondre par rapport à ce que tu as développé sur cette forme de solidarité, d'anticipation dont nous parlait Frédéric en aparté, et cette organisation qu'il faudrait mettre autour, et surtout cette espèce de réalisme des hommes, c'est-à-dire reconnaître ses capacités, ses compétences, et les mettre à bon escient et à la bonne place. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Moi, la question que je voulais poser, tu parles bien fort, hein, comme tout à l'heure. On t'entend pas bien. Vous m'entendez? Ouais. Donc, je disais, José, tu parles de solidarité, mais de solidarité ou d'association? Parce que pour moi, il y a une différence entre les deux quand même. Hein. On t'écoute? Alors, selon moi, l'association est nécessaire. Maintenant, la solidarité est autre chose. Dans le délire, excusez-moi, je vais mettre mon casque parce qu'il y a une broussailleuse. Welcome to Guadeloupe. Bon, au moins, il y a du travail. Bah, tu vois, par solidarité, je ne vais pas aller me plaindre. Non, parce que voilà. Lorsqu'on parle d'économie, on est bien clair qu'il y a une proie, un prédateur, et chaque prédateur veut s'octroyer sa part de la proie. À un moment donné, il faut que d'ailleurs, José a très très bien exposé, et je pense qu'on sera d'accord que finalement, une vision capitaliste, elle nécessite quand même d'avoir l'objectif qu'il faut que ça soit rentable. Maintenant, la rentabilité de la chose doit aussi tenir en compte, à mon sens, je dirais au maximum. Alors attends, on a du mal vraiment à t'entendre là. Il faudrait que tu règles ça parce qu'il y a des bruits de fond. Ah ouais, mais les gars, j'ai pas de micro. C'est bon là? Ouais, parce qu'on a l'impression que tu as fait rentrer la broussailleuse chez toi là, non? Donc je disais, en fait, la différence entre l'association
entre l'association et la solidarité, à mon sens, c'est que finalement, effectivement, pour réussir dans un monde économique, il faut s'associer, mais il ne faut pas forcément être solidaire. Enfin, je veux dire, tu as de la concurrence. Qui dit concurrence dit tu ne seras pas solidaire avec tout le monde. Et finalement, c'est cette vision peut-être utopiste qui me gêne, c'est-à-dire que mettre tout le monde au même niveau, c'est juste pas possible, en vrai. Non, mais je pense que ce que José voulait dire, je traduis un peu, c'est que il a répondu dans même bal en dit, il a répondu à deux questions en même temps, c'est-à-dire qu'il a dit effectivement il faut qu'il y ait de l'association sur le développement économique et il faut de la solidarité sur le plan des personnes. Parce que forcément une société ne peut pas fonctionner que sur l'association, que Voilà, sur très le bien. capitalisme. Donc il faut Très qu'il bien. y ait les deux ressorts, qu'on marche sur nos deux jambes. Et de la production du capitalisme va venir nourrir la solidarité aussi. Ce qui, voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Donc, Et, développer le tissu associatif. Et là, je suis très, très, très intéressé par cela parce qu'effectivement, voilà. toujours penser que finalement, entre le monde du travail et le monde domestique de l'individu, il manquait une sphère tampon où les rencontres seraient vraiment bienveillantes et quelque part dénuées d'intérêt autre que la bienveillance vis-à-vis de les associations littéralement culturelles, sportives, intellectuelles, peu importe. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir redynamiser ce tissu-là, cet espace-temps-là pour pouvoir permettre aux citoyens de s'exprimer, premièrement, d'être écoutés et qui sait peut-être de relayer de super bonnes idées. Alors, ce qui est intéressant de savoir, parce que et là je pose la question, on commencera par Frédéric, ensuite José et on reviendra sur Jérémy, c'est que dans un possible effondrement économique, est-ce qu'on a le temps de se poser toutes ces questions-là? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'urgence à structurer les choses? Est-ce que c'est le capitalisme qui est la chose la plus rapide à structurer dans une situation d'urgence? Est-ce que ce n'est pas forcément la solidarité dans un premier temps qui permet de réagir rapidement à une situation de catastrophe? Frédéric? Alors, tout d'abord, José, salut, comment vas-tu? Ça Voilà. va bien? Tu m'as Ouais. entendu? Ouais, Oui, ça oui, va, oui, ça va. oui, ça Bon, va je te bien. connais. Ouais, ouais. Ah ben, c'est cool. Bon, J'ai tu vu, en as, j'ai vu tu, tu as J'ai une... vu j'ai vu Jean-Noël il y a pas longtemps. Ah bon, ah ben d'accord, tu Euh, sais, hein, c'est... fouf. Excuse-moi, Kant, c'est juste parce qu'on se connaît beaucoup. Je suis spectateur de ce qui se passe là-bas, hein. J'aurai oui, l'occasion oui, de te oui, faire mon retour. oui, oui. On aura l'occasion de se voir. On aura l'occasion de Sur se la... voir. Voilà, voilà. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, José, moi je vais essayer d'étayer un peu tout cela avec des exemples, mais je suis tout à fait d'accord. Mais j'expliquais en préambule tout à l'heure, lors du début de cette émission, j'expliquais qu'effectivement, il faut une préparation mentale et psychologique pour que nous puissions déjà accepter de pouvoir faire des choses ensemble. Ça, c'est Yes. pas quelque chose que nous avons encore bien maîtrisé. Mais nous avons le temps, si je peux me permettre, de faire aujourd'hui et de le travailler suffisamment pour que nous soyons, parce que c'est un effort considérable. Nous sommes passés d'une société pour vivre heureux, vivons cachés, à une société exhibitionniste aujourd'hui avec Facebook, qui, par définition, doit nous amener effectivement à avoir un peu plus confiance en l'autre parce que l'autre nous ressemble et parce que l'autre est dans la même situation que nous, même si des fois il nous montre le contraire. Mais c'est faux. Vous voyez les gens avec des grosses bagnoles, ne vous leurrez pas. Hein, ils n'ont pas plus de moyens que vous, en clair. Et je parle de façon générale aux auditeurs. Concernant les exemples, évidemment, depuis plusieurs années, je crois que j'étais en 2015 en Martinique, et j'avais été surpris de voir qu'à la sortie des grands magasins, il y avait une association qui demandait aux gens, voilà, vous avez acheté 2 sacs de pâtes, bah écoutez, donnez-en-nous un pour une personne qui est en difficulté. En soi, c'est une action évidemment, ne va pas combler tout le déficit que nous avons aujourd'hui
la condition sociale de nos populations. Mais quand même, je crois que le fait de faire cet exercice, le fait d'imaginer simplement, parce que c'est tout ce qui nous reste, hein, l'imagination, voilà, on doit pouvoir aujourd'hui faire de notre cerveau notre solution. Il faut savoir que notre cerveau n'a pas fonctionné depuis plusieurs années. Il n'a commencé à fonctionner qu'à partir des attentats. C'est comme un décès, malheureusement, dans une famille. On commence à se réveiller. Mais on a toujours été dans un contexte un peu de prise en charge. Et malheureusement, ça ne nous a pas donné le mental suffisant. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont le mental suffisant. Ce sont tous ceux qui viennent de l'extérieur. Les Russes, tous ces gens-là, ils ont l'habitude de vivre dans la difficulté. Donc ils arrivent très facilement à pouvoir faire face à une situation telle qu'elle est aujourd'hui en étant en France. Aujourd'hui, je suis vraiment parfois surpris de voir que malheureusement, notre cerveau n'a pas beaucoup. Alors c'est fait à dessein, parce que aujourd'hui, on essaie de se réveiller, de faire des choses, mais c'est quelque chose qui évidemment, a pris du temps. Mais ça doit être matérialisé. On doit pouvoir aujourd'hui se dire que nous avons les moyens de, et c'est pour ça que, en ce sens, l'exemple est intéressant, parce qu'il faut non seulement le prendre comme exemple, mais il faut le matérialiser comme étant un état d'esprit, une façon de voir, une façon d'exister, que ce soit à travers une communauté. On a tous les outils, Facebook, avoir effectivement cette démarche de solidarité, remettre ce mot solidarité dans tout son sens, l'expliquer, ce que ça veut dire. Malheureusement, la pédagogie, me semble-t-il, sera nécessaire, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs niveaux, mais tous les personnes qui ont des niveaux différents ont la même problématique. Donc il est nécessaire, évidemment, d'avoir à la fois le langage, mais aussi d'avoir l'explication, parce que les gens ne comprennent pas forcément tout, comme moi je ne comprends pas forcément tout, mais la pédagogie doit être prédominante dans cette relance, et pour éviter ce grand effondrement. Voilà mon point de vue. Alors justement, on va lire, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, on va lire quelques messages. On a Flora Guédou qui nous dit pour ma part, je pense qu'il faut déjà vivre le 21e siècle, réussir cette solidarité que vous appelez de vos voeux, avec une vraie fraternité collective, dans l'amour et le respect de l'autre. Voilà, donc c'est ce que nous dit alors on a Malou Fleur qui nous dit qui nous remercie pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on a encore? On a quelqu'un qui nous dit bon courage à tous, parce que comme on n'a pas les noms, il faut accepter que StreamYard pour pouvoir afficher les noms. Hein. Il y a quelqu'un qui dit exactement nous ne pourrons être seuls, etc. Donc il y a pas mal de gens qui regardent et qui laissent des messages. Donc qu'est-ce que... Oui, termine. Oui. Sur l'importance, et marqué, même si je viens de le dire, mais je vais encore insister. Il faut redonner un sens au mot. Solidarité, qu'est-ce que ça veut dire? Respect, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière tout cela? Il faut pouvoir travailler tous ces aspects, notamment de ces sentiments qui sont des sentiments aujourd'hui qui ont pour but de pallier à la problématique à venir et de faire en sorte que, à la limite, que l'on soit plusieurs sur une même action. Mais ça se travaille, ce n'est pas si facile, parce qu'on a toujours l'impression qu'on veut réussir tout seul, qu'on peut réussir tout seul. Mais c'est faux, il faut le dire et le répéter. Donc la solidarité, qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité, c'est commencer déjà à évacuer ce qu'on a comme, on va dire, manière de voir les choses sur le plan personnel. La solidarité, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Être solidaire, c'est pouvoir s'occuper de l'autre. Être solidaire, c'est avoir de l'empathie. Être solidaire, c'est partager une cause commune. Il faut mettre des mots sur les mots. Le respect, c'est de pouvoir se dire que, voilà, nous sommes dans une société, nous avons d'un côté les capitalistes, de l'autre côté, nous avons les autres. Donc nous faisons partie des autres, ah ben, acceptons de faire partie des autres. Il faut idéaliser
idéologiser même, je dirais ces mots-là, pour que nous puissions les avoir comme un support biblique de notre comportement, de notre façon de vivre. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Alors, et si l'on organisait notre vie justement? Parce que l'on sait que le grand effondrement est possible. Et si, dans cette forme de solidarité, qui ne soit pas une solidarité purement, voilà, on le fait comme ça, une solidarité constructive, qui permet aussi de capitaliser quelque chose de réel, de physique. On pourrait se dire aussi que puisqu'on est chacun dépourvu de moyens suffisants, qu'on pourrait se solidariser au niveau de ces moyens-là pour redéfinir la vie telle que nous la connaissons. Créer des espèces de micro-sociétés, espèces de microcosmes où on pourrait par exemple acheter un terrain, bâtir un immeuble, enfin une grosse maison on va dire, avec des aménagements permettant à 3 ou 4 personnes d'y vivre tout en se sentant indépendants, avec un environnement agréable, ce qui diminuerait la charge pour chaque personne et qui permettrait à chacun de vivre comme s'ils étaient chez eux. Ça aussi, c'est peut-être changer de mentalité aussi pour affronter cet effondrement annoncé, surtout du point de vue économique. Et ça permettrait de garder sa dignité et ça permettrait à chacun de garder une forme de proximité et d'humanisme finalement. Est-ce que c'est pas ce genre aussi d'idées qu'il faut développer dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire? José? Toutes les idées sont bonnes. Toutes les idées sont bonnes. Ce qu'on doit d'abord probablement observer, c'est on parlait d'effondrement et je rejoins un peu l'analyse que tu faisais, hein, Frédéric, sur la nécessaire volonté de comprendre ce qu'est la solidarité. Bon, elle est à double titre, hein, elle peut s'inscrire dans une démarche économique, elle s'inscrit aussi dans la démarche sociale, hein, puisque l'effondrement n'est pas forcément qu'économique, ce qui peut se passer demain. L'effondrement peut être aussi sociétal. Voilà. Et voilà. Et donc, cette solidarité. Alors, l'idée que tu préconises, oui, me paraît intéressante, mais elle pourrait arriver à un moment où on est suffisamment, je pense, en capacité de fédérer un grand nombre autour de nous. Mais il y a des petites solidarités qu'on pourrait mettre en place et qui pourraient fédérer au fur et à mesure. Alors attends 2 petites secondes. Attends 2 petites secondes, c'est intéressant. Alors on a quelqu'un qui nous dit, c'est Nora qui nous dit, amour, respect, solidarité, certes, mais sans organisation économique citoyenne, ça ne permettra qu'un réconfort émotionnel. Il faut s'inscrire dans une temporalité et voir les choses à long terme. L'analyse qu'elle fait rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu commences par des petites solidarités pour permettre à un plus grand nombre de se réunir autour de l'idée, d'une idée majeure, et cette idée majeure s'inscrit dans le temps, hein. Elle n'est pas juste là pour le moment. On n'a pas le choix dans la mesure où et revenir encore, Frédéric, sur les choses que tu disais qui sont simples, il nous faut de la pédagogie pour que les gens, à un moment donné, comprennent qu'il est nécessaire d'être ensemble. On ne pourra pas comme ça, d'un coup d'un seul, dire on va créer une solidarité pour faire telle ou telle idée qui nous paraissent très intéressantes. Et je vous le dis, et c'est pour cette raison, par rapport à des choses que j'ai envie de faire avec d'autres, hein, je m'inscris dans ce schéma de solidarité. Je prends un exemple qui est simple. On parlait de solidarité. Demain, quand je dis demain, 2021, le schéma va être très très difficile hein, pour un certain nombre de gens, de nos compatriotes, des étudiants qui sont ici. Voilà. Il y a des solidarités qu'on peut mettre en place autour de ces gens-là, pour les aider. Et ça permettra de fédérer les gens autour et d'expliquer au fur et à mesure des projets qui peuvent être
qui peuvent intéresser un plus grand nombre. Nous ne pourrons pas partir sur les grands projets si nous n'avons pas suffisamment expliqué pour fédérer. Voilà. Le mot, il est là. Expliquer, fédérer, pédagogie. Voilà. Si on ne fait pas ça, on va se casser la gueule. Alors Kant, je voudrais simplement rebondir sur tout cela pour bien expliquer que l'antithèse du capitalisme, c'est la solidarité, justement. Tout est fait, tout est fait pour... Bah, il y a eu le communisme, hein, qui était une forme de solidarité. Hein. C'est Oui, ça mais l'antithèse du capitalisme. Et en même temps, la synthèse, on est en train de la vivre. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait un mix des deux et on est en train de la vivre aujourd'hui. Ça va être destructeur. Mais il est important d'en parler, il est important de le dire, parce que les gens même moi, attends, je me parle à moi-même aussi quand... Si je dois acheter une maison, excuse-moi, je préfère l'acheter tout seul que de l'acheter à plusieurs. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je suis désolé. Il faut effectivement faire l'effort psychologique, faire l'effort mental de comprendre. C'est pour ça que la pédagogie est importante. Ce qu'est la solidarité, d'en trouver les intérêts aujourd'hui, pour que véritablement nous puissions donner un sens à ces mots. Mais voilà. Il faudrait peut-être aussi expliquer aux gens, comme tu dis sur la pédagogie, que la vie telle qu'on la connaît maintenant ne pourra plus être la même. On ne peut plus, il faut changer de paradigme, entre guillemets, parce que on ne peut plus imaginer, exactement. Déjà aujourd'hui, imaginer acquérir un bien immobilier, c'est de l'ordre du rêve. Parce que, voilà, donc aujourd'hui, acquérir un bien immobilier, c'est l'ordre du rêve. Il faut penser la vie différemment. Ça va être des biens multipartagés. Ça sera plus des biens uniques à propriétaire unique. On n'aura plus cette possibilité-là parce que la disparité entre les pouvoirs économiques, ça va être extraordinaire. Déjà aujourd'hui, on s'endette sur 25 ans, 30 ans pour emprunter, pour acheter un petit truc de rien du tout. Ça veut dire que demain, avec cet effondrement économique, on devra s'endetter toute sa vie, comme aux États-Unis, sur 50 ans. Donc, il faudra forcément avoir une vision multipartagée des biens et de la manière dont on va les... Alors, je voudrais profiter de ça, parce que l'immobilier, c'est mon domaine. Je voudrais profiter de ça pour bien expliquer aux gens, encore une fois, que lorsqu'on fait une acquisition multiple à plusieurs personnes, il y a un intérêt derrière qui est dans l'intérêt sur le capital et la revente du capital. Ça veut dire que quand vous faites une acquisition, vous n'êtes pas obligé de faire une acquisition pour vivre dans la maison. Vous pouvez faire une acquisition simplement pour faire, soit pour mettre en location, donc partager les revenus locatifs avec vos associés, ou soit, évidemment, lors de la revente, avec une plus-value qui n'est pas négligeable. On peut, avec une acquisition sur un bien, quel qu'il soit, je ne veux pas insister... je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais on peut évidemment, en se mettant à plusieurs, acheter un immeuble et le revendre, je prends l'exemple extrême, et le revendre par la suite avec une plus-value qui sera partagée, sans aucun doute, avec évidemment très peu de fiscalité. Effectivement, ça c'est dans un monde idéal. Alors Jérémy, on n'entend plus, je vais lui ouvrir son micro. Alors Jérémy, est-ce que tu es toujours parmi nous? Oui. Voilà, donc on te laisse la parole puisque tu as été silencieux. Non, mais c'est super intéressant. Après, ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, la nouvelle vision économique des choses va forcer à créer de nouveaux schémas. Les prévisions actuelles, et de se dire il va falloir faire ci, ça, je pense que c'est peut-être encore un peu trop tôt. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est effectivement préparer une certaine épargne. Parce que bon, on va franchement pas faire la cigale en ce moment, ça ne sert à rien. Et quelque part, si on n'était pas forcément anti-système comme ça, on se dirait, ben écoute, effectivement, il y a matière à faire des économies, voire de l'économie dans cette situation catastrophique, à petite, voire à moyenne échelle. Saisissons-là, commençons à comprendre les mécanismes
euh, surtout par rapport au nouveau marché. Je pense aux crypto-monnaies particulièrement. Comment faire contre ce genre de mécanismes qui produisent de l'argent? On est d'accord que finalement, les marchés boursiers, c'est le nerf de l'argent, c'est là où l'argent. Mais Jérémy, il y a quelque chose qui me surprend toujours, c'est que même quand on parle du pire, il faut quand même que certains parlent d'argent. C'est-à-dire que tu penses que l'argent servira à quelque chose dans un moment comme cela? Est-ce que ce ne sont pas d'autres valeurs qui seront à mettre en avant? Parce que dans un effondrement économique, l'argent n'a plus de valeur. Ce sont surtout les réseaux, les solidarités qui vont compter le plus. Donc là, tu es toujours fixé sur cette espèce de prisme de l'argent qui me gêne un petit peu dans la réflexion, quoi. Dans la réflexion. Alors, Oui. personnellement, j'ai vécu en Inde. Donc, en termes de Oui, je sais. un petit truc, j'ai juste un petit truc là. Effectivement, le jour J et les 3 jours suivants, tu vois qui a combien de millions. C'est vrai. Alors, le quatrième jour, ton assurance, tu commences à voir comment tu la rejoins. Et peu importe ce qu'on dira, il y aura toujours en back-office un filet de sécurité. Il y aura toujours, que ce soit l'or, que ce soit les cryptos, il y aura toujours cette nécessité d'avoir un moyen d'échange. D'accord. À un moment donné, oui, d'accord, solidarité, troc, si vous voulez, parlons même du troc, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Le système monétaire ne va pas s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Justement, les grosses civilisations ont disparu en un clic. D'ailleurs, on n'a pas pu comprendre comment elles ont disparu parce que l'événement a été tellement brutal et violent qu'il n'en a pas laissé une trace suffisamment dans la durée pour comprendre la disparition. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on se pose la question de la disparition des grosses civilisations parce que ça a été très très rapide. On a vu qu'en moins de 3 mois, la Covid, a mis à bas toute une économie au niveau mondial. Alors imagine un virus 10 fois plus puissant, ça veut dire qu'en un instant, l'humanité disparaîtrait. Et voilà, donc il ne faut pas dire ça comme ça. En fait. Comment? Genre de projections qui sont super dangereuses en fait. Oui, mais c'est la réalité, mon ami. C'est celle que nous vivons à petite échelle, mais elle est bien réelle. Et si on ne prend pas en compte toutes les réalités possibles, eh ben, nous disparaîtrons comme les dinosaures, ou comme les Mayas, ou comme les... Alors, bon, déjà, les dinosaures, les Mayas, etc., bon, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, deuxièmement, toute civilisation est amenée à disparaître et à renaître sous une autre forme. Donc, tu te prépares pour la Renaissance? Écoute, au pire, je mourrai, mais de toute façon... Tu as déjà choisi ta nouvelle vie, ta nouvelle peau? Franchement, si je pouvais, je me contenterais de juste une étoile. Ah, ben, tu sais que si c'est une étoile, on aura du mal, parce que tu sais que la lumière que tu vois aujourd'hui, là, serait déjà mort. Hein. Donc... Là, serait déjà mort, ah bon? Ben oui, eu égard à la distance que la lumière parcourt pour nous parvenir. D'accord. Je ne sais pas encore. Alors revenons au sujet de l'effondrement. Ensuite, après, on passera sur l'élection américaine, hein, parce que voilà, je pense qu'on a fait le tour, de ce sujet-là. Juste, je conclue en tout cas sur ce sujet parce que j'ai beaucoup rigolé. Effectivement, il y a une vraie question qui se pose parce que, comme Sarkozy l'a dit, et il faut l'entendre, le continent africain va avoir une explosion démographique qui va quand même entraîner une explosion de consommation parce qu'ils vont consommer les gens à un moment donné. Les multinationales, comme ce sont des multinationales, vont s'implanter parce que ce sont des marchés qui vont exploser. Donc, ils vont inciter à la consommation. Et du coup, effectivement, le nouveau projet ne doit pas être qu'économique, mais particulièrement écologique. Autrement dit, il va falloir apprendre non plus qu'à consommer, mais voir qu'est-ce qu'on peut produire pour limiter notre consommation, que ce soit intellectuellement, que ce soit alimentairement. Mais je crois très sincèrement que dans les années à venir, il va falloir effectivement se dégager de la coupe de l'État
voire même d'un employeur fixe pour pouvoir s'émanciper individuellement. Donc, ce que tu nous promets en réalité, c'est une espèce d'ouroboros de cycle vertueux où tout recommence finalement, puisque le système capitalistique occidental va être transféré sur le continent africain et on recommencera exactement la même chose avec de nouveaux peuples et on redémarrera l'économie, on aura les 30 glorieuses africaines, on aura le New Deal africain, on aura exactement ça. C'est un cycle qui ne se termine pas. On ne peut pas espérer mieux pour l'humanité, Jérémy? Alors, objectivement, faut voir une chose. Regarde, un petit truc très simple. José, il est à Paris, toi, tu es probablement à Nice, et moi, on est en Guadeloupe. On a trois réalités différentes là. Oui, mais on vit la même situation pourtant. Absolument pas, en fait. Si. C'est à un moment donné, c'est ça, il va falloir se rendre compte, c'est que finalement, on partage peut-être un même espace, mais on vit absolument pas les mêmes situations. Non, on vit la même situation, mais on l'interprète chacune de notre manière. C'est pas la même chose, mais c'est la même situation que nous vivons. Pour moi, on vit pas la même situation. Pourquoi t'as pas le Covid? T'as pas la Covid en Guadeloupe? Ben, objectivement, on est tellement mieux que vous, donc techniquement, si vous pouviez rester en France et ne pas trop nous l'apporter, ça m'arrangerait. Bah, tu sais, faudrait dire ça à tous ceux qui sont morts de la Covid en Guadeloupe. Hein. Je parle pas aux morts, mais bon, en même temps, tu as vu nos chiffres. Pendant que les chiffres parisiens et français sont en train d'augmenter, les nôtres, ils sont en stagnation, ben ça. Et ouais, décidément, Jérémy, tu es un adepte du chiffre, qu'il soit capitalistique ou mortifère. Je vois que tu es un adepte du chiffre. Et du nombre. Alors, les amis, est-ce que vous voulez faire un mot de conclusion sur ce débat-là, sur l'effondrement? On va commencer par Frédéric. Et après, on passera à l'élection américaine. Hein. Frédéric? Alors, d'accord. Alors, oui, une conclusion sur l'effondrement, le grand effondrement, je vais quand même répondre. Il est programmé. Ce qui est bien, positif, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ce qui est bien dans un premier temps, c'est quoi? C'est qu'on le sait. On voit. C'est-à-dire que c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est comme si on vous annonçait un concert, donc vous avez quelques jours à vivre. Donc là, aujourd'hui, on le sait. Notre problématique, c'est quoi? D'utiliser notre cerveau. D'utiliser, effectivement, c'est vrai, si on ne l'a pas fait depuis plusieurs années, c'est compliqué. Mais il faut le savoir, il faut essayer, faut faire ce qu'il faut pour réfléchir. Non pas sur, oui, une décision gouvernementale, je vais agir. Non, non, pour réfléchir pour soi-même, sur sa vie, sur sa situation, et essayer encore une fois, hein, de trouver les solutions, ce qui n'est pas facile. Hein, donc voilà, moi je pense que ce qui pourrait évidemment nous permettre non pas de pallier à ce grand effondrement, mais en tous les cas de ne pas en avoir les conséquences psychologiques et mentales. Parce que ça, ce sera ce qui risquera de pire, c'est de ne pas pouvoir avoir les outils et l'attitude pour se relancer, quand il va falloir se relancer. Donc oui, le grand effondrement, c'est bien de le dire, parce que c'est bien de le savoir, et c'est bien de faire ce qu'il faut, comme on peut. Encore une fois, ce n'est pas évident pour tout le monde, mais comme on peut pour éviter cet effondrement psychologique. C'est tout. Économiquement, on ne peut rien faire. Mais psychologiquement, on doit être en mesure de se dire que nous sommes forts et nous avons les moyens de pallier cette situation. L'homme a déjà subi plusieurs types d'attaques de ce type et s'en est sorti. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts psychologiquement, parce que nous sommes affaiblis mentalement, parce que nous n'avons pas les éléments depuis plusieurs années, comme je le disais au début. Nous sommes passés du nursing à l'action négative, attentats, Covid, gilets jaunes. Toute cette charge mentale a un impact sur nous. Donc, on doit être en mesure d'en être conscient, comme moi-même aussi, je ne m'exclus pas, hein. On doit être conscient de tout cela et de faire cette prise de conscience déjà, c'est le premier pas. Ensuite,
on agit, on fait ce qu'il faut pour pallier cet effondrement mental. Voilà ma D'accord. conclusion. Ok, et José? Voilà, ça a été, les grandes lignes ont été dites, mais moi je crois pas beaucoup à ce scénario-là parce que si ça devrait arriver, seuls ceux qui sont en capacité matérielle vont pouvoir monter sur le bateau de Noé. Le reste, euh, le reste va couler, donc, tout simplement. Donc je ne crois pas beaucoup. C'est l'exemple de la Grèce, voilà. Mais certaines personnes euh, dans des postes là, il y a des choses qui sont simples. Hein. Solidarité, équité, voilà, c'est d'abord la reconnaissance de notre capacité, de notre empathie et de ce que nous pouvons faire pour les autres. Voilà. Jérémy, une petite conclusion? Même... Écoute, comme je disais, je crois que le développement individuel, et donc quelque part, c'est ce que Frédéric et José disent, on se rejoint, sera probablement la clé euh, de la réussite ou pas du passage de crise. D'accord. Bon, bah écoutez, très bien pour cette conclusion. Alors, on va passer à l'élection américaine. L'élection américaine, alors pour cela, alors vous êtes à l'antenne, ben je vous enlève, hein, juste pour montrer l'affiche. Et on revient tout de suite après. Voilà. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission avec nos invités, Frédéric Abatoussi, Jérémy et José Alté de Montchappé, sur l'élection américaine. Donc le verdict est très 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 difficile, hein, entre Trump et Biden. Hein. On est aujourd'hui mercredi, on ne sait toujours pas qui sort vainqueur de cette élection. On sait que Joe Biden est en meilleure position pour remporter cette élection, mais rien n'est fait. Il y a encore 3 ou 4 grands électeurs qui doivent voter, enfin, dont on attend les résultats. Est-ce qu'on aura un président démocrate ou est-ce qu'on aura un président républicain? En tout cas, Trump a d'ores et déjà porté contestation pour dire que c'était truqué. Donc il a déjà posé ses principes. Est-ce que l'Amérique sombrera vers une guerre civile? Est-ce que les choses se passeront bien? C'est tout ce que nous allons voir à travers cette élection ce soir. Donc on va commencer peut-être avec notre invité José Alté, voilà, pour qu'il ait un peu plus de dynamisme, qu'il ne s'endorme pas. On va lui dire qu'est-ce qu'il pense de cette élection et voilà, quels sont le positionnement des hommes, enfin quel est son regard sur les États-Unis d'une part et l'élection présidentielle. La première chose, c'est que, comme dans toute élection, les sondages ne sont pas fiables. Si on avait écouté les sondages, la carte serait quasiment aux 3/4 bleue et Joe Biden aurait déjà gagné les élections. Or, en même temps que nous travaillons, je gère un petit coup d'œil sur BFM. On voit on est loin de ça, tu vois. On est loin de ça. Alors, il y a eu des mouvements, peut-être, on s'est appuyé, je pense que les démocrates se sont appuyés sur des mouvements qui se sont produits ces dernières années aux États-Unis, en supposant qu'ils auraient pu capitaliser. Je pense, par exemple, au mouvement des Black Lives Matter. Donc, c'est ce mouvement de défense des droits civiques qui s'est vraiment développé après l'acquittement de George Zimmerman, qui était soupçonné d'avoir tué Trayvon Martin. Voilà. Et donc,
Et puis après, il y a eu toutes ces morts que l'on sait, hein, jusqu'à Floyd. Donc, Je on a pense pu que penser, on a pu penser que Trump représentait quelque chose d'anxiogène et qui favorisait le racisme. tout à fait. Et donc, je pense que les démocrates là-dessus se sont trompés parce que Black Lives Matter, et surtout dans la défense des droits civiques. À l'intérieur, tu peux avoir, y compris des gens qui votent républicains, hein, voilà. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un. Je suis de ceux qui pensaient qu'il serait battu et largement battu, hein, parce que on a un président aux États-Unis qui est anxiogène. Mais au-delà du climat qu'il émet, qu'il fait naître, qu'il nourrit dans ce pays, ce mec, disons les choses comme elles sont, ce mec est foncièrement raciste. Hein. Et donc, Et pourtant, lui, il dit qu'il n'est pas raciste. Hein. Oui, mais c'est sûr qu'il dit, parce qu'il ne répond pas directement aux questions qu'on lui pose. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on va se retrouver dans un pays coupé en deux. Coupé en deux. Euh, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que l'amendement, je crois que c'est l'amendement numéro 2 qui permet aux Américains d'avoir une arme à la maison, de posséder des armes. Mais ce n'est plus une arme que les gens possèdent. Les gens possèdent un arsenal. Un arsenal pour faire la guerre. Donc on risque. Moi, ce que je trouve dangereux dans cette affaire, c'est qu'à la suite des résultats qui commencent un peu à se compliquer pour Trump et qui dit, il a bien fait d'ailleurs. Hein, je vais laisser la parole aux autres. Et il a très bien fait. Il conteste avant même qu'on ait dépouillé et il avait l'intelligence, parce que c'est un homme intelligent, hein, il avait l'intelligence de nommer à la Cour suprême des gens pour que... Ouais, surtout la dernière... Oui, tout à fait. Donc on a aujourd'hui une Cour suprême qui est à 6 pour 3, donc rien ne dit que la Cour suprême suivra non plus... les éléments alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que avant d'aller à la Cour suprême, il faut s'adresser à chaque cour de chaque État. Ah donc, oui, absolument. Donc voilà. C'est un tribunal. C'est un tribunal. Et voilà. Aux États, dans les États, il y a les tribunaux. Parce on est dans un État fédéral. Donc, est-ce que la Cour suprême osera démentir chaque cour fédérale? Oui, donc c'est ça aussi, parce que si les cours, si au niveau des cours fédérales, on donne la victoire pas à Trump, ce sera un peu compliqué. On verra les choses. En tout cas, dans les derniers instants, un mois avant le lancement de la campagne électorale américaine, cette juge, elle a été nommée. Et c'est anticonstitutionnel du point de vue même des républicains, parce que les républicains avaient instauré une règle qui disait qu'on ne devait pas nommer un juge dans l'année précédant l'élection ou dans les mois précédant... non, avant, oui, ouais. Précédant une élection. Donc là, on arrive carrément à une semaine avant l'élection, donc les républicains se dédisent. Voilà. Voilà. Mais rien n'interdit de le faire. Non, rien n'interdit de le faire. Voilà, c'est les règles. Et c'est vrai qu'Ami Coney Barrett a été nommé, comme tu viens de le dire, à quelques jours de l'élection présidentielle. À une semaine. Oui, voilà. Donc, c'est de l'opportunisme qu'a joué. Non, mais là, on voit que c'est un homme d'affaires. Il agit comme pour des entreprises. Voilà, c'est pas un homme d'État dans le sens, comment dirais-je, sacralisé de l'homme d'État. Voilà, c'est plutôt un homme d'affaires qui gère l'État comme il gère une entreprise, quoi. Absolument. Tous les coups sont permis et voilà. Quoi. Mais rien ne dit que la Cour suprême va suivre Trump dans son délire, puisque quand on écoute un certain nombre de politologues, y compris pas seulement français, mais les Américains, ils disent aujourd'hui ce serait trop dangereux.
parce que ça risque de couper le pays en deux et d'entraîner des mouvements très très difficiles et peut-être incontrôlables. Voilà. Mais finalement, on voit bien qu'on dit ça, mais en même temps, Trump n'a pas perdu de sa notoriété, puisque finalement, là où il devait être balayé largement, on se trouve aujourd'hui, Joe Biden a 248 grands électeurs et Trump en a 214. 213. Ouais. 214 là maintenant. Il reste encore 5 États, je crois, non, 3 États qui peuvent tout faire basculer, parce qu'on a la Pennsylvanie où il y a 20 votes. 20 votes de grands électeurs. On a, et il est devant. Il est devant. On a la Caroline du Nord où il est devant, il y a 15 votes, donc ça fait 35. Et on a la Géorgie où il y a 16 votes de grands électeurs, donc ça ferait 41. Mais 41 plus 214, ça ne fait que 255. Ça fait que 255. Et pour pour gagner, il faut 270. Donc, au pire des cas, on va peut-être se retrouver avec personne n'ayant le nombre de fauteuils. Oh, et je te donne la parole, tout de suite. Et ça va peut-être se jouer, comme avec Al Gore, sur le nombre de voix. Parce qu'il y a 2 systèmes qui régulent l'élection américaine. Donc, on laisse la parole à Jérémy, qui est très motivé. Dans ton calcul, tu as oublié qu'il y a des États où c'est tout ou rien, en fait. Non, mais là, les calculs que je donne, ce sont des calculs où les choses sont fixées déjà. C'est-à-dire que tu as 248 pour Biden, 214 pour Trump. Ça, c'est réglé. Ensuite, il y a des États qui n'ont pas encore... on n'a pas eu le dépouillement, parce qu'il y en a qui ont reçu des votes par correspondance. Et comme la loi américaine interdit le dépouillement avant, puisque comme ils ont voté avant, ils peuvent le faire qu'après, et ils ont entre 1 et 3 jours pour faire le dépouillement. Donc ça peut prendre du temps. Donc on est vraiment en attente. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses, toi, de l'Amérique, de Trump comment comprends-tu la situation électorale, et quelles sont tes craintes, ou peut-être que tu n'as aucune crainte? Objectivement, ce que je crains, c'est la révolution civile qui est annoncée. C'est-à-dire que là, que ce soit Trump qui gagne, les suprémacistes vont se sentir encore plus légitimes, et je crains que ça fasse effet boule de neige et que finalement on assiste vraiment à ce grand effondrement dont tu parles. Mais au pire, avec Biden, je ne suis pas sûr que la situation soit meilleure, dans ce sens où les suprémacistes, toujours eux, se sentiront peut-être lésés. Alors, à savoir, est-ce qu'il faudra de lui des mesures fortes pour pouvoir casser un peu le rythme social qui est vraiment affiché et assumé maintenant? On n'a aucune garantie. Certes, ça seconde, Mais je te pose une question. Est-ce que, franchement, c'est sous Trump qu'il y a eu le plus de crimes racistes aux États-Unis? Je pensais que sous Obama, ça avait été démultiplié. Justement, c'est ce que je te dis. Ça rejoint ma crainte. C'est que finalement, est-ce que si Biden gagne, ça ne va pas les exciter davantage? Tu vois, parce que Trump, finalement, c'est pas forcément il se donne un air loufoque, mais comme je le disais, c'est quand même quelqu'un... Mais non, mais c'est quand même... Il n'est pas milliardaire par hasard. Tu comprends. Donc, finalement, il a un système de communication qui est très dans l'air du temps, et il profite du système de l'info-entertainment. Donc, il aime divertir, mais en même temps, il prend ses décisions. Et il prend ses décisions vis-à-vis d'une pensée économique forte. Et à ce sujet-là, on sera surpris, si on regarde un peu les votants de Trump, de voir que toutes les couches sociales l'apprécient. Pas forcément majoritairement, mais il a des partisans dans toutes les couches sociales. Autrement dit, nous, en tant qu'observateurs internationaux, on se dit, oh, comment, mon Dieu, jamais. Mais des Américains qui sont sur le territoire se disent, bon, c'est pas le pire des présidents, finalement. On a, en tout cas, sur le plan... N'oublions pas qu'avant la crise,
les États-Unis connaissaient une croissance, un taux d'emploi ou de chômage euh, relativement bas. Donc ça aussi, les gens s'en souviennent que finalement, Trump ne leur a pas fait que du mal. Et ça, il faut l'entendre. Ben, c'est lui qui a fait baisser le chômage le plus bas. Hein. Aujourd'hui, et les résultats d'aujourd'hui ne me surprennent même pas, parce que finalement, on est dans un monde où le manque de repères intellectuels permet à, à un homme d'affaires, aussi vertueux, entre guillemets, soit-il, d'accéder au pouvoir ultime. D'accord. Ce sont deux mondes qui n'auraient jamais dû se fusionner à ce point. Il a réussi. Et croyez-moi, enfin croyez-moi, non, pas croyez-moi, mais de mon point de vue, il a son leadership et qu'on soit encore dans cette espèce de flou artistique concernant les résultats, ça n'a rien d'étonnant. Donc, ne soyons même pas étonnés s'il est réélu quelque part. D'accord. Alors, juste avant, José, on va accueillir, alors là, c'est une invitée surprise, alors, qui s'appelle Samouraï. Alors, est-ce que vous êtes là, Samouraï? Toi, tu niques ta race de merde, la fille de pute. On quitte ta mère, la pute. Bon, voilà. C'est quoi? On quitte ta famille, tout. C'était sûr qu'on aurait eu. Ne parle pas comme ça, moi je parle ton chien. D'accord? C'était sûr qu'on aurait eu un plaisantin. Ça arrive une fois sur 10 et il a fallu que ça tombe sur nous. Donc voilà. Donc c'est bien, ça prouve qu'on est regardé. Ça prouve qu'on est regardé et qu'on les emmerde. Voilà. Et donc justement, je voulais poser la question, c'est que le rapport Trump par rapport à la population noire, parce qu'il y a beaucoup de noirs. D'ailleurs, il y a une dame, j'oublie son prénom, il y a eu son nom, il y a eu un reportage sur elle cette semaine, qui est l'icône. Elle était sur les réseaux sociaux auparavant. C'est une icône chez Trump. Et elle milite, c'est noir, elle milite pour Trump. Elle a fait gagner beaucoup de voix noires à Trump. Et justement, on voit que les Noirs n'ont pas un mauvais regard sur Trump hein, par rapport à ce que l'on pourrait croire. Alors, Trump est-il si raciste que ça? Rappelons que historiquement, ce sont les démocrates qui étaient esclavagistes, hein, c'est pas les républicains. Et que les premiers Noirs à entrer en politique l'ont été dans les partis républicains. On pense à Condoleezza Rice, le général Colin Powell, tous ces gens-là. Alors, est-ce qu'il y a une vraie... est-ce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas? On ne nous dit pas tout. José? Moi, je pense que Trump s'adresse déjà à l'Amérique profonde. Hein. Son électorat est rural, beaucoup plus que l'électorat des démocrates qui sont des citadins. Voilà. Ouais, donc, effectivement, quand on regarde bien dans les reportages un certain nombre de chefs d'entreprise, y compris les chefs d'entreprise afro-américains, disent que sur le plan économique, ils ont retrouvé une certaine soit stabilité ou un développement dans le business qu'ils occupaient. Alors c'est à croire que la politique qu'il a menée est une politique favorable au développement économique. Ceci dit, ce que je lui reproche, c'est le comportement, tu vois, qui est un comportement à ce niveau-là qui me pose problème. Ne serait-ce que quand il y a une problématique sur les lois civiles, en tant que président des États-Unis, il devrait afficher une position ferme. Un exemple sur les thématiques. Mais c'est un libéral, hein. C'est un libéral absolu. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand tu deviens président, que ce soit aux États-Unis ou en France, tu es président de tout le monde. Hein. Tu n'es pas président d'une catégorie de gens. Alors, si je puis me permettre, après je donnerai la parole à Frédéric Abatus, il faut savoir que l'Amérique s'est construite sur l'accaparation de territoires, de fonciers qui ne leur appartenaient pas. Ils se sont bâtis sur le génocide des Amérindiens et ils vivent en permanence dans l'obsession
qu'on vient leur récupérer ce qu'il n'est pas à eux. Donc ils vivent dans cette espèce d'obsession de se dire que ceux qui viennent veulent venir leur reprendre les choses. Donc ils sont un petit peu dans cette espèce de paranoïa dont Trump est, comment dirais-je, l'expression la plus vivante, tu vois, l'expression la plus virulente. Et donc c'est légitime défense absolue contre tous ceux qui veulent reprendre leurs biens. Il y a bien mal acquis, hein, pourtant. Donc ils sont dans cette espèce de surarmement aussi qui vient de là aussi, de ce découlement de « je dois défendre ma propriété à tout prix ». Donc on s'arme, ça fait partie de la Constitution. Et cette idée-là, c'est cette idée-là qui les véhicule, qu'ils ont au cœur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de situation. Vous savez qu'en Amérique, rien que le fait d'avoir pensé que vous étiez en danger et d'avoir dégainé le premier suffit à justifier un crime. Vous ne serez pas forcément condamné. Oui, Parce que dans la Constitution, le droit à se défendre, si on se sent menacé, voilà, est acté, quoi. Je veux dire, c'est un pays qui est complètement délirant par rapport à ce que nous on connaît sur le point de vue européen, quoi. Voilà, français. Frédéric ? Alors, il y a une question ou pas, non? Parce que moi, je vais te Non. dire très honnêtement. Oui. Ah bon, mais c'est pas grave. Ben, je vais te dire très honnêtement, les élections actuelles en cours, j'ai plusieurs interrogations, à la fois sur les arguments défendus par Trump concernant son positionnement, évidemment, sur cette campagne, en faisant une priorité nationale favorisée, etc. Et surtout, je considère qu'à partir du moment où on est dans les États, alors je veux même insister sur le nom, les États-Unis. Ça veut dire que ce n'est pas un État, c'est plusieurs États. Donc c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, la chose qui m'interpelle, c'est que je vois qu'il y a un président qui a déjà un certain âge, comme moi hein, aussi, et un concurrent qui est aussi âgé que lui. Donc ça, sur cet élément-là, je me dis, bon, il s'agit quand même, malgré tout, de bien comprendre quel est le rôle d'un président. Un président, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Un président américain, il est là pour faire l'image, etc., etc. Hein, le pouvoir est centralisé. Hein, c'est les décisions qui se font au niveau des États. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons, nous, ici, en termes d'élections. Donc, je ne suis pas un féru, je ne suis pas un spécialiste. Et je ne veux pas être un spécialiste. J'ai beaucoup de choses à voir sur mon pays, à réfléchir. Mais je considère quand même, malgré tout, que autant on avait un impact réel sur les élections concernant effectivement l'Europe, concernant évidemment aujourd'hui la France, je me dis, aujourd'hui, ça n'a plus d'impact. Parce que le président en place prône la préférence nationale. Comme, d'ailleurs, avec une incohérence, encore une fois, du Front National, qui va véhiculer le même discours, alors que nous ne sommes même pas un État. Nous sommes un petit pays. Comment peut-on faire de la préférence nationale, à moins qu'il me manque des éléments, en France, ou prôner, si ce n'est que pour tromper les gens? Bon, moi, je ne suis pas sur un suivi, vous m'excuserez, hein, précis concernant ces élections, parce que j'ai volontairement zappé ce système qui me semble déjà vissé, complètement obsolète déjà dans sa définition. Et on le verra pour les élections et ce qui va se passer après. Mais pour moi, personnellement, très sincèrement, les Amerlocs, là, il va falloir qu'ils revoient leur tête parce que là, il y a vraiment des gros problèmes psychologiques là-bas aussi, c'est terrible. D'accord. Ah ben, bon alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qu'on ne connaît pas. J'espère que ça ne sera pas comme tout à l'heure. On va lui laisser la parole pour voir ce qu'il veut nous dire. Alors, Sauveur Endai. Voilà.
Donc, on va en avoir beaucoup comme ça. On va en avoir beaucoup comme ça. Donc, vous voyez, moi, j'adore parce que ça veut dire que notre émission a du succès et que on dérange beaucoup de gens. J'en veux encore, hein. Allez, venez, les petits là qui n'ont rien à faire. Si vous pouvez être encore plus nombreux, nous, ça nous nourrit, ça nous fait des audiences supplémentaires. Donc, comme dirait le proverbe chinois, de jamais aller à l'encontre des choses, mais toujours suivre le mouvement, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, Wina est revenu. Wina, alors t'as été mangé, voilà, t'as été refaire ta culture américaine. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'Amérique, toi qui es presque t'es anglo-saxonne quelque part, tu parles anglais. Donc, est-ce que tu as une culture américaine ou anglo-saxonne? Non, pas vraiment. Pas Pas vraiment. vraiment. Je ne pourrais pas dire ça, même si j'ai vécu bien plus en. J'ai vécu presque autant ailleurs que en France. Donc, Alors, sur Trump, sur l'Amérique, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ces élections? Toi, en tant que citoyenne du monde, comment tu vois ça? déjà, ce que je trouve difficile, c'est d'avoir un point de vue sur l'Amérique en tant qu'Européen. C'est pas comparable. La vie, la façon de gérer les ressources ou le gouvernement, la façon dont c'est géré, c'est pas comparable du tout, quoi. Donc, les experts même qui parlent de l'Amérique ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est que l'Amérique. L'Amérique, c'est une construction, ce sont des gens, voilà. Donc après, les points de vue sont différents pour chacun et personne n'est jamais, comment dire, on peut pas être aligné en tant que citoyen européen, entre guillemets, avec ce qui peut se passer en Amérique. Et moi, je suis toujours ferme concernant les médias. C'est pas par eux qu'on peut avoir des informations. Moi, j'ai des amis qui habitent aux États-Unis. Ils vont pas dire la même chose que ce que l'on peut entendre sur les ondes, quoi, sur Internet. Rien du tout. Même les artistes qui vont dire des choses en ce qui concerne l'Amérique sont souvent payés pour dire ce qu'ils ont à dire. Et donc, on peut même pas se fier à ça. D'accord. Je trouve qu'on peut se fier à rien du tout, mis à part à regarder les actions qui sont faites par le président en question, qui, du coup, il a eu beaucoup de challenges, ce monsieur-là. Donc, je sais pas, il a eu beaucoup, mais alors, beaucoup de challenges. C'est-à-dire que si on ferait le 10e du quart de ce qu'il a subi en France, mais il se pèterait, il se tirerait une balle dans la tête, monsieur Macron. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est assez compliqué de juger. Donc, moi, je trouve que c'est difficile de juger l'Amérique. Voilà. On a un nouvel invité. Bon, on va voir de quelle nature. Alors, Jean Crappé, si c'est bien cela. Bonsoir, monsieur. Voilà. Tu vois, c'est toujours la même chose. On aime ça, on adore ça. Tu vois, mon ami, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils n'ont rien à dire. Les gens n'ont rien à dire. Mais non, mais ils ont que ça à faire. C'est génial. C'est incroyable. Et on parle. Ça me donne raison, quoi. Voilà. Et on parle des États-Unis. On parle même pas de la France. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable que les Français puissent avoir une opinion sur les Américains alors qu'ils font rien chez eux. C'est le summum de l'absurdité ou même de la bêtise française, parce qu'on est connu pour ça. On a un jugement sans savoir, alors qu'on ne nettoie pas devant sa porte. Incroyable. En tout cas, ça montre que nous avons attiré l'attention d'une certaine frange de la population et que on n'est pas si mal que ça, José, finalement. Hein? Dis-moi, mon ami. Attends, tu es coupé là. Attends. Alors José, qu'est-ce que t'en penses que ça fait 3 personnes qui viennent pour nuire à... Non, mais ça veut dire que le débat est écouté. Ouais. Ça, c'est important.
Mais on aura toujours, et dans tout dialogue ou dans tout débat, on aura toujours des gens qui ne sont pas intéressés, mais qui viendront pour déstabiliser ou essayer de faire en sorte que ce que tu fais ne puisse pas être quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas s'arrêter à cela. Donc, mais ce qui est important, ça veut dire... Non, mais c'est pas simplement écouter, c'est que ça dérange. C'est parce que écouter, parce que moi je vois que même nos compatriotes ils passent dessus, on les voit, ils viennent, il reste 2 secondes, ils se barrent. Là, les mecs ils sont venus, ils écoutent et ils demandent à venir dedans. Donc ils font quand même une démarche. Ils font déjà une démarche intellectuelle enfin, je sais pas s'ils en ont beaucoup, mais bon, ce sont des êtres humains, on va leur accorder quand même ces quelques petits neurones de solidarité, puisqu'on est des hommes solidaires. Oui, je vais justement, oui, mais nous aussi on va pas tarder parce qu'on aura presque tout dit finalement sur chacun de. Mais du coup, vous êtes pour Trump, pour Biden, c'est quoi l'histoire? Moi je suis pas américain. Voilà. I'm not American. Voilà. Je suis un observateur. C'est une bonne réponse. On est un observateur. On est un observateur. Alors, j'ai quelqu'un qui veut intervenir. Je pense que là, c'est peut-être pas une. C'est pas une blague. Ouais, c'est peut-être pas une. Quand je vois la tête. Ah aussi. C'est une blague. C'est une blague. Vous savez, c'est une blague. Il y a des gens qui sont payés. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés pour faire. Alors, c'est qui notre concurrent là, qui est pas content, Frédéric? Non, mais sérieusement, il y a des gens qui sont payés pour faire ça des fois. Hein. C'est qui notre concurrent qui est pas content? Franchement, je vais te dire, c'est vrai que ce genre de démarche, il faut le faire, quoi. Il faut aller, il faut cliquer, il faut faire ceci, il faut cela. Donc, c'est bien, c'est la rançon du succès. De la gloire. Ça passe par là aussi, donc c'est très bien. Bon, j'ai pas trop de choses à dire parce que. Tu sais, par contre, peut-être que tu auras. Par contre, peut-être que tu pourras dire quelque chose. Il y a Evelyne qui nous dit. Par contre, j'aimerais qu'on en aborde comment des organisations solidaires noires ont mis l'argent sur la table pour créer des îles et des universités. Les étudiants noirs se sont mobilisés pour qu'il y ait un quota de professeurs noirs dans l'enseignement. J'aime leur solidarité, même dans leurs églises. Les pasteurs sont des acteurs essentiels. Donc c'est vrai que la communauté noire s'est bien défendue. Alors, tout ça est lié parce que ça ne va pas se faire sur un coup de baguette magique. On n'a pas été éduqués pour ça. Hein. On n'a pas été éduqués. On a plutôt été éduqués. Notre histoire nous ramène à cela, à ne pas refuser l'autre, surtout quand il te ressemble. Donc c'est quand même un travail qui doit être. Il faut l'évoquer, il faut le dire, il faut le répéter, il faut le marteler, il faut insister sur le fait que oui, on a nécessairement besoin d'une organisation, etc., etc. Mais je suis très très comment te dire très humble sur ça parce que je ne suis pas. Et dubitatif aussi, parce que je ne suis pas persuadé, en tous les cas, que l'ère aujourd'hui, du moment, soit enclin à nous amener effectivement à avoir une solidarité optimale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on puisse se poser la question, qu'on puisse commencer à parler de ça, qu'on puisse échanger sur cette notion de solidarité. Oui, les écoles. Alors, il faut savoir quand même, il y a plus d'une trentaine d'années, voire plus, hein, c'est un ancien président notamment comment dire, de la radio à l'époque, Tropic FM ou bien, voilà, qui lui avait pris le projet de créer une école pour justement la communauté. Média Tropical, le président de Média Tropical. Pour la communauté noire. Il a été ramassé, blackboulé, interdit, etc. Alors qu'il y a des écoles juives, d'accord ? Alors que, évidemment, il y a des écoles qui s'organisent de cette façon-là. Je pense que l'école, évidemment, le sujet de l'école privée doit être posé comme un projet. Comme un projet. Il faut aller dans ce sens-là. Parce que nous avons une culture qui est significative. Nous avons des ennemis qui n'ont pas de demi-mesure sur notre situation. Mais n'oublions pas quand même que les écoles noires américaines ont été financées
Là, c'est vraiment aussi une décision politique aussi, parce que c'est financé par la taxe foncière. Alors, C'est financé par la alors, taxe la taxe très bonne idée. d'habitation. La Très taxe bonne idée. d'habitation. Mais et justement, le problème, c'est que ils ont dit qu'ils allaient le financer. Ils l'ont financé sur la taxe d'habitation. Mais en même temps, c'était une astuce aussi, parce que qui sait qui possédait des maisons, c'était pas forcément des Noirs. Donc, les taxes d'habitation étaient récoltées et étaient pas forcément redistribuées sur les écoles noires, tu vois. Effectivement. Donc, voilà, bon. Mais c'était pour ça, quoi, aussi. J'ai bien compris, mais le sujet, évidemment, et le levier financier, il est sous cette forme, de cette nature. Mais il peut être d'une autre forme, d'une autre nature. On a parlé de solidarité tout à l'heure. Aujourd'hui, si on met un projet d'école pour nos jeunes de la communauté, évidemment, ça va poser beaucoup de problèmes, beaucoup de questions et surtout beaucoup d'interdits. Mais néanmoins, on aura fait la démarche. Hein, aujourd'hui, on aura fait la démarche pour montrer qu'il existe une inégalité de traitement. Que deviennent effectivement nos jeunes diplômés? Évidemment que le sujet des grandes écoles, par exemple, qui sont liées à de grandes sociétés, il n'est pas normal que certains trouvent du boulot, parce que ce sont ces grandes sociétés qui financent ces grandes écoles. Et c'est eux qui le financent pour pouvoir récupérer des compétences. Mais nous, ces jeunes qui vont dans les écoles, dans ces grandes écoles, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'eux, ils ont? Eh bien, ils se heurtent simplement à une situation qui est celle de leur couleur, tout simplement. Ben, c'est en ce sens. Donc, oui, faire la démarche, même un projet d'école pour la communauté, ça va soulever plein de questions. Pourquoi? D'accord? Et le pourquoi, on a la raison, on a les réponses. Pourquoi? Oui, parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas acceptés dans cette société. Donc aujourd'hui, nos enfants doivent être en mesure d'avoir à maîtriser leur histoire, d'être dans leur, je dirais, dans ce qu'ils sont. Hein, ben, on voit justement, hein, donc là, ça fait 2h30 que nous sommes en live. Nous étions partis pour 1h30. Donc, on voit bien que toutes ces questions-là, quand on parle des Amériques, avec leur histoire ici, ça nous ramène à nous-mêmes. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse plusieurs émissions et aborder les thématiques de manière graduelle ou de manière successive afin de vraiment bien parler des sujets. Sinon, après, on va s'étirer et on va parler, voilà, ça va être un peu compliqué de tout suivre. Donc, effectivement, sur cette thématique-là, on va faire plusieurs émissions. Et on essaiera d'avoir aussi des spécialistes, si c'est possible aussi, hein, qui puissent nous répondre à la question. Et je vais demander, on va faire un tour de table. Alors, je vais vous rappeler les élections américaines, Trump-Biden. Alors, on est toujours sur le statu quo, hein, 248 pour Joe Biden, 214 pour Donald Trump. Donc, je pense que d'ici à vendredi, on en saura un peu plus, parce qu'il faut encore 2-3 jours pour avoir les résultats définitifs. Et je voudrais avoir votre conclusion de fin. On va commencer par José. Oui, alors, pour compléter l'élément que tu donnais sur l'élection présidentielle américaine, oui. Voilà, Joe Biden vient de remporter le Michigan. Ah oui. Et les 16 grands électeurs. Ah oui, voilà, donc le Michigan. Bah, donc c'est bon. Ah non. Voilà. Bah, c'est bon, il a 270 là. Ah non, mais ça fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Ça ne fait que confirmer ce qu'on savait donc déjà. Il est à 264. Il est à combien là? 264. Il est à 264. Ouais. Et 213 pour Trump. Ah ben on n'a pas les mêmes chiffres, hein. Ouais. Parce que moi je suis toujours à 214 et je suis sur le direct là. Bon, peut-être qu'on verra ça tout à l'heure. Alors, ouais, mais je suis le direct. Ah oui, attends. Biden, il lui reste pas grand chose, ouais. Effectivement, Biden pour moi il est toujours à 248 et Trump à 213. J'ai pas le 264, mais sinon il a presque gagné, hein. Finalement. Il y a 264, il lui manque 6 grands électeurs. Alors rapidement pour conclure, parce que je vais vous laisser, intéressant qu'on ait pu débattre ensemble, et ça c'est bien. Comme tu disais à l'instant,
Moi, je pense qu'il faut moduler le débat, ne Oui. pas le mettre sur la longueur comme ce soir, Ouais, mais des mais plus courts, sur des formats plus courts. plus court, et effectivement, suivant la thématique que tu auras décidé de mettre en place, avoir un spécialiste à l'intérieur qui peut et effectivement être quelqu'un qui apportera des précisions dans le débat. Voilà. En tout cas, moi, vous êtes libre d'en choisir aussi et puis de nous oui, les tout à fait. présenter. Hein. Moi, je suis très très heureux d'avoir participé avec vous et Frédéric, on aura l'occasion de se retrouver. La jeune demoiselle, ça me fait un grand plaisir de l'avoir entendu. Et notre ami qui est en Guadeloupe, là, Jacques. Jérémy. Voilà, donc on aura l'occasion aussi d'échanger de nouveau. En tout cas, madame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle nous a dit là. Elle est coach de vie. Elle est coach de vie, je crois. Coach, voilà. Ou en métropole. À Amsterdam. Oui, pour Amsterdam, Europe, pour Paris, ouais. Et elle a un grand projet pour l'Afrique. Très bien, très bien. Très bien. Eh ben, on aura l'occasion de nouveau de parler ensemble. Et merci à toi. Et je vous dis bonne soirée, à bientôt. Ok, je vous laisse, parce que à je suis bientôt. attendu. Hein. Ok, à bientôt José. Merci de ta participation. Ciao, ciao.